Bonjour à vous. Dans cette vidéo, nous apprendrons à prédire la régiosélectivité de la réaction d'halogénation radicalaire. Donc avant de regarder cette vidéo, assurez-vous d'avoir bien compris la vidéo précédente où on vous présentait le mécanisme de l'halogénation radicalaire, puisqu'on va avoir besoin de ce mécanisme pour comprendre la régiosélectivité de la réaction. Donc, si on fait un petit résumé rapidement, là, si on a un alcane ici et qu'on le fait réagir avec un halogène moléculaire comme du Cl2 ou du Br2 et qu'on est en présence de chauffage ou d'une irradiation lumineuse, eh bien, on va pouvoir observer une halogénation radicalaire, c'est-à-dire qu'un des atomes d'halogène, soit le chlore ou le brome, va venir substituer un des hydrogènes dans le réactif de départ pour donner les produits suivants. Ici, dans le fond, on vous représente la même réaction où on a du méthane, qu'on le fait réagir avec un halogénure moléculaire pour obtenir le produit de substitution radicalaire. Donc, lorsqu'on a seulement du méthane, soit une molécule à un carbone, il y a un seul produit possible. Si on faisait la même réaction avec de l'éthane maintenant, il y aurait encore seulement un produit possible parce que peu importe lequel des hydrogènes on utilise pour faire la substitution, c'est-à-dire que si on utilise un des hydrogènes de gauche ou un des hydrogènes liés au carbone de droite, mais dans tous les cas, ça donnerait un produit équivalent. Il y a donc un seul produit possible à la fin de la réaction. Par contre, lorsqu'on a une molécule qui possède 3 carbones, comme c'est le cas ici, il peut y avoir plusieurs produits possibles. Le premier produit possible ici vient de la substitution d'un des hydrogènes liés au carbone de gauche. Et le second produit possible vient de la substitution d'un des hydrogènes liés au carbone du milieu. On n'a pas présenté le produit issu de la substitution d'un des hydrogènes de droite, parce que si justement on fait la substitution d'un des hydrogènes de droite, eh bien ça donnerait exactement le composé ici, parce que peu importe si l'halogénure vient se substituer sur le carbone de droite ou de gauche, ça donnerait des produits équivalents qui peuvent être représentés par le dessin ici. Maintenant, il faut comprendre que lorsque, au cours d'une réaction chimique, il y a deux produits non équivalents qui peuvent être produits, eh bien, il va pas mal tout le temps y avoir un des deux produits qui va être favorisé, c'est-à-dire qu'on va obtenir en quantité majoritaire. Donc, sur quel principe est-ce qu'il faut s'appuyer pour prédire lequel des deux produits va être obtenu majoritairement? Eh bien, c'est ce qu'on va voir dans quelques secondes. Rappelons que durant une halogénation radicalaire, la première étape correspond à l'amorçage, c'est-à-dire que notre halogène moléculaire va subir une dissociation homolytique en présence de chaleur ou d'irradiation lumineuse pour produire les deux radicaux halogènes. Ensuite, chacun des radicaux halogènes peut venir réagir avec notre alcane. Donc ici, c'est notre alcane qui réagit et le propane. Eh bien, notre radical halogène va venir faire l'arrachement d'un hydrogène, c'est-à-dire que l'électron célibataire de l'halogène va être utilisé pour venir générer une liaison avec l'hydrogène, mais l'hydrogène va devoir fournir un électron, donc on va prendre la liaison ici, CH, on va prendre un des électrons pour venir générer une liaison avec notre radical halogène, et le second électron de cette liaison va venir se loger sur le carbone pour générer le radical présenté ici. On a choisi ici de faire l'arrachement de cet hydrogène sur le carbone de gauche, mais on aurait aussi pu faire le même mécanisme, mais où on vient procéder à l'arrachement de l'hydrogène situé sur le carbone du milieu, ce qui aurait fourni le radical suivant. On voit que ces deux radicaux ne sont pas équivalents. Dans la prochaine étape, c'est le radical ici situé sur notre intermédiaire réactionnel qui va venir réagir avec notre halogène moléculaire. Donc, ce carbone-là va vouloir générer une liaison avec l'halogénure. On va utiliser un électron ici. Alors, le second électron va devoir provenir de cette liaison-ci. Donc, on va prendre un électron pour venir générer la liaison avec le carbone ici. Et le second électron de la liaison va venir se loger sur l'halogène, ce qui va nous fournir le composé suivant et nous laisser un radical halogène à la fin. Donc, le même processus est possible pour le radical qui serait situé sur le carbone du milieu et ça donnerait le produit suivant. Maintenant, comment est-ce qu'on fait pour savoir lequel des deux mécanismes va être favorisé? Eh bien, on va se baser sur un concept que vous avez probablement déjà vu, soit la stabilité des carbocations.
Donc, un carbocation tertiaire, comme c'est le cas ici, est plus stable qu'un carbocation secondaire, qui est plus stable qu'un carbocation primaire, qui est plus stable qu'un carbocation primaire. Donc, si on veut savoir pourquoi un carbocation tertiaire est plus stable qu'un secondaire, un primaire ou un annulaire, eh bien, on va se fier à l'effet inductif. Chacun des groupements R a une certaine densité électronique et en présence d'un carbocation, les groupements R vont être capables de redistribuer une petite quantité de leur densité électronique pour venir stabiliser le carbocation. Comme il y a 3 groupements R ici qui peuvent chacun redonner une certaine quantité de densité électronique vers le carbocation, eh bien, on va être en mesure de stabiliser le carbocation. Ici, il y a seulement 2 groupements R, donc la stabilisation par la donation électronique des groupements R est plus faible. Ici, il y en a seulement un, et ici, il n'y a absolument aucun groupement R capable de faire cette donation de densité électronique-là qui vient stabiliser le carbocation. C'est pour cette raison qu'un carbocation annulaire est moins stable qu'un carbocation tertiaire. Donc là, je parle de carbocation, mais dans l'halogénation radicalaire, il n'y a aucun carbocation de formé. Donc pourquoi je parle de ça? Eh bien, parce que la stabilité des radicaux va être analogue à la stabilité des carbocations. Donc, il faut savoir que lorsqu'un carbone porte un radical, eh bien, le carbone n'aura pas son octet de complété. Donc, il lui manque une certaine quantité d'électrons, il est déficient d'électrons. Alors, la présence des groupements R qui sont capables de faire de la donation électronique en raison de l'effet inductif vont être en mesure de venir stabiliser partiellement le radical sur l'atome de carbone. Comme ici, il y a 3 groupements R qui font de la donation électronique, c'est plus stabilisant. Ici, il y en a seulement 2. Ici, il y en a seulement 1. Et ici, il n'y a aucun groupement R capable de faire la donation électronique, de redistribuer sa densité pour venir stabiliser le radical. Donc ici, un radical annulaire, c'est très, très, très instable, alors qu'un radical tertiaire, c'est plus stable. Mais il ne faut quand même pas oublier que des radicaux, c'est des espèces qui sont très peu stables de façon générale et très, très réactives. C'est juste que le radical tertiaire va être quand même plus stable que le secondaire, le primaire ou le annulaire. Maintenant qu'on sait qu'un radical secondaire est plus stable qu'un radical primaire, bien, on voit ici qu'on a un radical secondaire, on voit ici qu'on a un radical primaire, et ce qui fait en sorte que cette espèce ou cet intermédiaire réactionnel ici va être plus stable que celui du haut. Alors, il va être plus facile pour le radical halogène de venir faire l'arrachement d'un hydrogène sur un carbone secondaire que de faire l'arrachement d'un hydrogène sur un carbone primaire. Donc, il est plus facile de former le radical du bas. C'est pour cette raison que le produit majoritaire obtenu à la fin de la réaction est le produit en bas ici. Juste pour être certain qu'on comprend bien, on va faire 3 exemples de réactions ici où il va falloir tenir compte de la régiosélectivité. Si on a du butane et qu'on le fait réagir avec du Cl2 en présence de chaleur ou d'irradiation lumineuse, il y a 2 produits possibles qui peuvent être obtenus. Soit le produit où le chlore vient prendre la place d'un hydrogène sur le carbone en position 1 et le produit où le chlore vient prendre la place de l'hydrogène sur le carbone en position 2. Donc, de ces 2 produits, lequel serait majoritaire? Eh bien, ça va être celui de droite parce que le mécanisme menant au produit de droite a un radical sur un carbone secondaire, alors que le mécanisme menant au produit de gauche aurait un radical sur un carbone primaire. Si on regarde la deuxième réaction maintenant, si on a du 2-méthylbutane et qu'on le fait réagir avec du Br2 en présence de chaleur ou d'irradiation lumineuse, bien cette fois, il y a 4 produits possibles parce qu'un atome de brome peut venir prendre la place d'un hydrogène sur le carbone en position 1 ici, en position 2 ici, en position 3 ici ou en position 4 ici. Ici, il faut faire attention parce que la position ici sur le carbone de droite ou la position ici sur le carbone du bas sont des positions équivalentes. C'est-à-dire que si le brome s'ajoute ici ou si le brome s'ajoute ici, ça va donner des produits qui vont être équivalents. Donc, les 4 produits possibles sont indiqués ici. Et encore une fois, le majoritaire va être celui qui va être produit à partir du mécanisme où on ferait apparaître un radical sur le carbone qui serait le plus substitué, soit un carbone tertiaire dans ce cas-ci. Donc, l'hydrogène lié au carbone ici, lorsqu'on fait l'arrachement de l'hydrogène, on générait un radical
qui serait situé sur ce carbone-là, qui est un carbone tertiaire. Donc, c'est ici que le brome va préférer venir s'ajouter. Ici, on voit donc quel serait le produit majoritaire de la réaction. Dernier exemple ici, il faut faire attention. Donc, ça, c'est un piège dans lequel on peut souvent tomber. Là. Quand on va faire l'halogénation radicalaire de ce réactif, on pourrait être tenté d'ajouter notre chlore sur le carbone du milieu ici parce que c'est celui qui est le plus substitué. Mais il ne faut pas oublier que ce carbone-ci est déjà lié à 4 carbones. Donc, il n'y a aucun hydrogène de lié sur le carbone du milieu ici. Et quand on fait une halogénation radicalaire, eh bien, notre Cl ou notre Br vient prendre la place d'un hydrogène. Ce qui veut dire que s'il n'y a pas d'hydrogène sur le carbone du milieu, bien, le chlore ou le brome ne peut pas venir se lier à cet atome-là. Sachant cela, eh bien, il y a seulement les 4 carbones aux extrémités ici qui portent des hydrogènes et ces 4 carbones-là sont équivalents. Donc ici, le chlore va venir se lier à un des carbones à l'extrémité. Donc le seul produit possible est celui dessiné à l'écran. Et voilà, maintenant vous savez comment prédire la régiosélectivité des réactions d'halogénation radicalaire.